Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les clés de la réno. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi technique qu'inspirant, le carrelage et la faïence. Et quand on rénove, c'est un choix décisif, esthétique, pratique, mais qui doit aussi être durable, d'où les nœuds au crâne, faudrait pas se tromper, n'est-ce pas ? Mais entre la multitude de matériaux, de formats, de finitions, de tendances, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai eu la chance d'échanger avec Jean, fondateur de l'entreprise Les Carreaux de Jean. Ancien carreleur, il connaît le terrain par cœur et il a aussi été l'un des pionniers à rendre l'achat de carrelage accessible à tous en ligne. Et cette double expertise lui donne un regard unique sur les vrais besoins des rénovateurs d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on parle type de carreaux, choix, pose, mais aussi, évidemment, erreurs à éviter. Jean partage son expérience, ses conseils concrets et sa vision passionnée d'un métier qui allie savoir-faire traditionnel et modernité. J'ai enregistré cette conversation directement à bord du camion showroom des Carreaux de Jean. C'était vraiment chouette de découvrir l'ampleur des références qui sont proposées et je peux te dire que tu vas apprendre plein de choses utiles pour ton projet. Et si tu vas jusqu'à la fin de l'épisode, tu auras même un petit bonus. Allez, c'est parti, bonne écoute! Bonjour Jean et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un élément absolument central dans nos projets de rénovation, donc le carrelage et la faïence. Ça fait des lustres qu'on avait cette interview dans les tuyaux, mais on n'arrivait pas à trouver la bonne date. Donc je suis ravie qu'on arrive enfin à le faire et qui mieux que toi pour en parler puisque tu es le fondateur de l'entreprise Les Carreaux de Jean, une entreprise donc de vente en ligne qui a fait partie de ceux qui ont révolutionné l'achat de carrelage pour les particuliers. Mais tu n'es pas arrivé là par hasard, tu as commencé ta carrière donc comme carreleur, les mains dans le mortier, à poser carreau après carreau. Et cette double expérience, donc terrain et digital, elle te donne aujourd'hui une perspective unique sur les vrais besoins des rénovateurs d'aujourd'hui, les défis techniques, les erreurs à éviter, les tendances qui marquent vraiment le secteur. Et donc dans cet épisode, on va parler évidemment choix de carrelage, mais aussi pose, format, matériaux et de cette révolution du e-commerce dans un secteur qui est finalement traditionnellement très physique, très ancré dans le réel. Mais avant qu'on rentre donc dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et nous raconter un peu tes débuts dans le métier, comment tu es arrivé là et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce secteur ? Bonjour Alison. Donc moi je suis Jean, j'ai bientôt 60 ans et j'ai commencé le carrelage à l'âge de 18 ans comme manœuvre pour une personne qui était carreleur lui. Et comme ça m'a plu, j'ai commencé à le suivre de près. Et au bout de quelques temps, il m'a montré comment fallait faire. Et puis petit à petit, je me suis lancé. Et au bout de 1 an avec lui, j'ai commencé à poser du carrelage tout seul chez des particuliers. Et puis voilà, l'aventure était partie. Après, j'ai dû arrêter ça au bout de 8 ans parce que malheureusement, avec
une petite maladie cardiaque, c'était trop fatigant pour moi. Trop physique. Trop physique, exactement. Oui, parce que c'est quand même un métier Oui, c'est quand même physique, un métier assez dur, les genoux. Je me suis fait opérer 2 fois des genoux. En 8 ans, 2 fois. Ouais. Alors des petites interventions, mais c'est toujours les petites interventions qui vous bloquent un petit peu. Mais donc j'avais un rêve quand j'étais jeune, quand j'étais petit, c'était d'avoir un bar. Et donc j'ai tout arrêté. J'ai acheté un bar que j'ai transformé en restaurant au bout de 7 ans. J'ai fait de la restauration pendant 3 ans. Et puis, par hasard, un ami à moi qui avait un magasin de carrelage est revenu vers moi. Et tous les deux, on a monté un magasin de carrelage. On a ouvert un magasin. Lui, il avait son magasin et moi, j'avais un autre magasin. On était tous les deux. Et au bout de quelques temps, j'ai racheté ses parts. Et c'est là qu'a vraiment commencé les carreaux de Jean. L'aventure. L'aventure avec un magasin physique. Et après, bien sûr, en 2020, juste avant la période Covid, le site de vente en ligne qui nous a fait grandir et voilà. Ok, donc si je comprends bien, effectivement, tu as commencé finalement, comme tout le monde, avec un magasin physique et la vente en ligne est arrivée plus tard. Actuellement, on a toujours 2 magasins physiques, un sur Miramas et un sur Aix-en-Provence. Et la vente en ligne est arrivée plus tard parce que j'ai découvert la vente en ligne avec des concurrents à moi qui avaient un peu des petits sites internet et je me suis dit pourquoi pas. Et comme moi j'aime faire les choses en grand et pas rester petit, j'ai dit on va mettre le paquet et voilà. Et on est arrivé aujourd'hui à avoir une grosse communauté sur Instagram qui nous suit et pouvoir avoir à peu près, je crois qu'on est à 2000 ou 2500 décoratrices d'intérieur inscrits sur notre site. Ouais. Et on commence à être classé dans les bons sites de vente en ligne au niveau carrelage, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, la majorité de vos ventes se fait en ligne. 80% de mon chiffre d'affaires se fait sur Internet, oui. Oui, vous êtes devenu quand même un des leaders du marché français sur la distribution en ligne. Voilà, sur la distribution en ligne, on est quand même pas mal. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les carreaux de Jean ? Les carreaux de Jean, c'était, il fallait trouver un nom. Alors, il y a plein de noms. Il y a toujours le mot carrelage dedans, des noms farfelus. Moi, les carreaux de Jean, je trouvais en Provence, parce que nous, on est de la Provence en fait. Moi, je suis aixois à la base. Je trouvais les carreaux de Jean, ça faisait authentique en fait. Voilà, c'est ce qui m'a plu en fait dans le nom. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce nom-là parle beaucoup en fait parce que justement, nous on est une entreprise familiale et donc mon fils travaille avec moi, ma fille travaille avec moi, ma femme travaille avec moi. Donc les carreaux de Jean, ça représente bien la famille pour moi. Oui, et puis c'est effectivement assez appréciable de se rendre compte finalement que quand on contacte les carreaux de Jean, vous avez beau être un des leaders du marché en France sur la distribution en ligne, mais c'est quand même toujours toi qui es derrière les carreaux de Jean. C'est toujours moi qui suis derrière les carreaux de Jean. Donc bon, je suis pas tout seul. On est 12 personnes à travailler pour le site de vente en ligne. On a 2 autres personnes qui tiennent le magasin de Aix-en-Provence. Mais par contre, comme je dis, quand les clients veulent me parler à moi parce que veulent un conseil, voilà, c'est mon nom qu'il y a sur mon enseigne. Donc j'essaye d'y mettre tout le cœur, quoi, en fait. Je le fais pas. Alors oui, bien sûr, je le fais pour gagner ma vie, comme tout le monde, mais je le fais aussi en vrai, quoi, véridique. Je suis là, je suis présent. Je donne mon numéro de portable à des clients qui m'appellent, qui m'ont même appelé le samedi, le dimanche. Voilà. Donc là, pour ça, c'est ce qui fait aussi un peu notre force. Ouais, c'est de rester finalement très accessible et une entreprise familiale malgré le modèle. C'est notre ADN en fait, l'ADN de notre magasin, c'est ça, c'est entreprise familiale. Le respect du client, c'est la chose la plus importante. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Le client, surtout dans la vente en ligne, il est à 600 km, 700 km, 800 km. Lui, quand il clique et qu'il a payé quelque chose, il faut qu'en retour, il y ait du concret derrière. Ça ne peut pas être il faut que ça soit vraiment visible de suite pour lui, donc un téléphone, un mail, quelque chose. Voilà. Et là, il a confiance et là, il va pouvoir passer le pas en fait. D'accord. Et alors, si on revient aux prémices, c'était quoi les principaux défis que tu as pu rencontrer quand tu as lancé cette entreprise ?
L'entreprise physique ou du site internet? Les deux? Oui, je sais pas. L'entreprise physique, c'était en fait, moi, j'avais touché le carrelage de mes mains. En fait, j'avais posé. Donc, pour moi, le carrelage, je le connais, je sais de quoi je parle. Et le défi, c'était dans ma région, de devenir pas un leader, mais voilà, d'être dans les premiers dans ma région en tant que magasin physique. Mmh. Par contre, après, sur le e-commerce, le défi, ça a été surtout de montrer aux gens qui m'ont dit mais c'est impossible de vendre du carrelage en ligne. Et le défi a été déjà de leur montrer que c'était possible. Et maintenant, mon défi, c'est, j'espère, je sais pas quand, mais d'être le numéro 1, bien sûr. Ça, c'est le défi ultime, parce que quand on fait les choses, on aime toujours être le premier. On les fait pas à moitié. Donc, on se donne les moyens d'essayer d'être dans les premiers. D'être déjà dans les 5 premiers, c'est déjà pas mal. Donc, moi, je me considère dans les 5 premiers, oui. Et est-ce que tu considères que quand tu t'es lancé, alors du coup en ligne, c'était quand? Rappelle-nous. Alors nous en ligne, moi c'est en 2017 que j'ai l'idée de me mettre en ligne. Sauf que c'était une période qui était très compliquée pour moi. Je venais de me séparer, j'avais pas beaucoup d'argent, le magasin ne tournait pas très très bien à cette époque-là. C'était un peu compliqué. Et en fait, j'avais l'idée, mais j'avais pas les fonds. Et en 2019, j'ai laissé passer un peu de temps. L'idée était toujours là. Et puis en 2019, j'ai appelé la personne qui m'avait déjà commencé à faire le montage du site. Et je lui ai dit, écoute, moi, je suis prêt, mais par contre, est-ce que je peux te régler en plusieurs fois? Il a accepté parce que c'était une personne comme moi, une personne entière. Il a accepté. Depuis, bien sûr, il a été payé. et en fait, on a ouvert le site, je crois que c'était le 20 janvier 2020. 2020, c'est une grosse année avec le Covid. Et le 20 janvier, on a ouvert le site et mon premier client, je crois que je l'ai eu le 23 janvier, c'était un client de Bordeaux. Pour ça que Bordeaux est une ville particulière pour moi, pour d'autres raisons, mais ça en fait partie. Et mon premier client était un client de Bordeaux et qui avait acheté quand même, je crois, dans les 3 000 € de marchandises. Pour moi, c'était... Ce jour-là, je me rappelle, j'étais sur le canapé et ma femme a cru qu'on avait gagné au loto. Donc, j'ai sauté et j'ai dit, ça y est. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et juste... je crois, un mois après, il y a eu le Covid, donc les gens enfermés à la maison. Nous, en tant que magasin de matériaux, on avait le droit de rester ouvert. Oui, c'est vrai. Donc ça a permis de pouvoir faire des ventes, de pouvoir faire venir des carreaux d'Italie et d'Espagne, qui sont nos plus gros fournisseurs, et de pouvoir les envoyer, parce que les transports étaient quand même ouverts, et de pouvoir envoyer les carreaux aux clients. Et ça a commencé comme ça. Ouais, donc finalement... Cette période Covid, ça a été une aubaine pour faire décoller le site internet. Oui, la période Covid, ça a été une aubaine pour faire décoller. Et surtout, ça a été une aubaine pour tous les sites de vente en ligne, quel que soit le produit, où on s'est aperçu que on pouvait avoir rapidement, parce que la vente en ligne va beaucoup plus vite que la vente physique si vous n'avez pas de stock dans un magasin. Et ça a permis aux gens de s'apercevoir qu'en fait, on pouvait tout acheter en ligne. Quand vous achetez une Tesla, au départ, vous l'achetez... maintenant, ils ont fait des boutiques, mais vous l'achetez sur Internet. Oui, donc, c'est sûr. Et c'est une voiture. Donc, à ce moment-là, est-ce que le secteur, il était prêt pour la vente en ligne? Oui. Ceux qui disent que le secteur n'était pas prêt, c'est on va dire les anciens, les anciens, des gens qui ont des magasins, qui ont mon âge, mais qui ne veulent pas avancer, qui ne voient pas que la façon de consommer des gens a complètement changé. Donc aujourd'hui, on peut acheter du carrelage, on peut acheter plein de choses. Vous achetez vos meubles, vous achetez, enfin, que ça soit de la nourriture jusqu'à la peinture, au carrelage, tout peut s'acheter sur Internet. Et moi, j'y ai cru de suite, en fait. Alors, ça a mis du temps, attention, hein. On a fait 1 an et demi où on n'avait pas beaucoup de commandes, mais on les avait, elles étaient là. Ça nous a aidés. Ça a fait parler de nous. Et puis après, tout s'est déclenché rapidement, en fait. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous distingue dans ce marché qui est du coup très concurrentiel? Qu'est-ce que tu mets en avant pour effectivement sortir du lot?
En fait, c'est nous. Ce que je peux mettre en avant par rapport à d'autres sites internet de vente en ligne de carrelage, c'est que c'est la proximité. En fait, on garde, même si les gens sont loin, on garde une proximité. C'est comme je te disais tout à l'heure, les gens peuvent m'appeler. Et c'est très important. C'est pas ils ont pas une commerciale ou une collaboratrice qui est derrière un téléphone qui répond par oui ou par non et qui va pas pouvoir leur donner des conseils. Ma collaboratrice qui répond au téléphone, elle sait de suite, dès qu'elle a la personne, elle sait où la diriger. Si c'est un problème de transport, on a une personne qui s'occupe que du transport toute la journée. Si c'est un problème de choix de carreaux qu'elle n'arrive pas à définir, on l'envoie sur une commerciale. Si elle a envie de me parler à moi, si moi je suis disponible, on me la passe. Je réponds. Moi je réponds à des tas de mails ou même sur Instagram ou sur notre site. Les gens qui nous posent des questions, je réponds. Mon fils répond, je réponds. Mon commercial répond. En fait, voilà, c'est ce qui a fait notre force. En fait, après les carreaux que vous les achetiez chez moi ou que un concurrent, le carreau reste le même. On n'a pas une marque privilégiée pour nous, mais par contre, on a un service que peut-être d'autres n'ont pas en fait. Voilà, on a su garder ce service de proximité en fait. On a un site de vente en ligne, on distribue même la Belgique et la Suisse, mais nos amis belges ont l'impression d'être au magasin en fait. Voilà, parce qu'on leur téléphone et voilà, c'est ça qui fait notre force. Et alors, avec ton expérience de carreleur, comment est-ce que tu définirais un bon carrelage? Un bon carrelage, c'est comme on va dire, c'est comme une bonne voiture. Vous avez des bonnes voitures qui, je fais toujours un parallèle en fait. Vous pouvez avoir une bonne voiture on va dire que vous avez acheté 10 000 euros, qui va vous mener de Nantes ici où on est actuellement jusqu'à Marseille sans problème. Puis après vous avez la voiture que vous avez payée, on va dire 20 000 euros, qui va vous faire le même trajet, mais dans des conditions qui sont mieux. Le carrelage, c'est un peu pareil en fait. Vous avez des carreaux que vous pouvez trouver dans des GSB ou dans des grosses enseignes. Vous avez des carrelages qui vont avoir un prix, qui sont bons, attention, je vais pas les dénigrer, mais qui n'ont pas la qualité des carreaux que nous on fait venir d'Italie ou d'Espagne, qui sont les deux plus gros fournisseurs de carreaux, qui sont très connus quand même. Voilà, qui sont très connus. Tous nos carreaux ne sont pas ni fabriqués en Chine ni en Inde, et par contre toute la journée on a des demandes de fabricants hindous qui nous demandent d'acheter des carreaux chez eux, mais on connaît pas les produits. Alors attention, les carreaux sont fabriqués dans des fours italiens parce qu'il y a que les Italiens qui fabriquent des fours, que ça soit en Chine, en Inde, au Brésil ou quoi, c'est eux qui ont le monopole. Mais les Italiens sont assez malins et se gardent quand même une petite marge. C'est eux qui décident du marché en fait. C'est eux qui décident. Et pour définir un bon carreau, quand vous avez une belle marque, quand vous avez un beau carreau rectifié, quand il y a une belle cuisson du carreau, parce que la priorité dans le carreau, c'est la cuisson. Le biscuit, c'est ce qu'il y a dessous. C'est très important. Donc, il faut bien sûr aujourd'hui qu'il soit en grès cérame. Ça, c'est automatique. Les 3/4 des carreaux, mis à part les faïences que l'on met au mur, mais tous les 3/4 des carreaux qu'on met au sol sont du grès cérame. Là, vous êtes sûr du produit. Parce que le grès cérame, c'est équivalent à 10 fois plus dur que le granit. Donc, c'est indestructible. Mais ce qui est très, très, très important, c'est la cuisson. C'est la façon dont ils cuisent le carreau. Voilà. Il faut qu'un four de cuisson fait à peu près entre 300 et 400 mètres de long. Donc la cuisson démarre doucement, c'est un peu comme un plat cuisiné quoi. Oui, en fait. Aussi, vous voyez ce que je veux dire? Oui. La cuisson commence lentement. Au milieu du four, c'est la pleine cuisson, c'est-à-dire entre 1500, 1700, 1800 degrés. Et après, ça redescend et ça refroidit doucement. Pas de choc de température. Il n'y a pas de choc de température, voilà. Et puis, c'est le sérieux de l'usine. Ce qui fait un bon carreau, c'est le sérieux de l'usine. C'est-à-dire que les carreaux sont triés. Il y a l'œil humain, qui est encore très important, mais après, il y a le laser. Donc, il passe 2 fois au triage. Et tous les carreaux qui ont ne serait-ce qu'un petit défaut, sortent directement de la chaîne de production, sont jetés. Ce qui fait aussi une belle usine, c'est que tout ce qui est jeté est recyclé. Ce qui est pas mal aussi. C'est dans la période où on est, c'est pas mal. Voilà. Pour moi, pour avoir un bon carreau, il faut avoir une belle usine,
parce que c'est important, parce qu'on sait comment c'est fabriqué, voilà. Et un bon carreau, c'est minimum un grès cérame aujourd'hui. Si on peut l'avoir rectifié, c'est encore mieux. Ça permet de faire des poses beaucoup plus belles. Voilà, ça c'est un bon carreau. Là, tu es sur le carrelage sol. Pour le Là, sur le carrelage le sol. rectifier. Le carrelage faïence, c'est pas que c'est moins compliqué à faire, mais ça demande moins de technologie Oui. parce que la pâte n'est pas la même. Voilà, la pâte, on reste sur une pâte blanche. Voilà, on a des carreaux de faïence en grès cérame, attention, hein, parce que l'avantage du carreau de grès cérame, des faïences en grès cérame, c'est que on peut, comme la tendance actuelle, c'est de pouvoir les mettre aussi au sol en même temps. C'est-à-dire faire une salle de bain avec avec un petit zélige sol et mur, c'est possible quand le carreau est en grès cérame. Ce n'est pas possible quand le carreau est en pâte blanche, trop fragile. Oui. Au mur, il n'y a pas de problème. Au mur, il n'y a pas de choc, donc il y a pas de souci. Voilà, ça c'est les faïences, c'est un peu moins compliqué à réaliser. Voilà. C'est donc, là, tu vas répondre à cette question. Enfin, t'es en train d'y répondre. C'est ce qui différencie donc ce qu'on appelle une faïence et ce qu'on appelle un carrelage. Voilà. Une faïence, c'est déjà pas la même température de cuisson. Faïence, ça va commencer à 900 degrés, ça va aller jusqu'à 1200 degrés. Voilà, ça c'est la cuisson normale d'une faïence. Le grès cérame, c'est une cuisson qui va aller jusqu'à 1800 degrés. Donc l'émail est beaucoup plus dur au final, donc beaucoup plus résistant. Et le biscuit, qui est la partie derrière l'émail, en faïence, généralement, avant c'était ce qu'on appelle la pâte rouge. Il reste encore quelques usines en Espagne, parce que la faïence, faut savoir que les 3/4 viennent d'Espagne. C'est eux qui sont les spécialistes du petit format. Les Italiens sont spécialistes des grands carreaux, des grands formats, font un petit peu de faïence, mais c'est pas leur priorité. Les 3/4 du temps, ils les font fabriquer en Espagne et les rapatrient en Italie pour après nous les distribuer. Mais la pâte. La pâte, avant, c'était de la pâte rouge, c'est-à-dire, vous allez dans la région de Castillonne, derrière les montagnes, c'était la pâte rouge qu'ils récupéraient pour faire le biscuit et après ils émaillaient. Maintenant, on est passé dans une autre pâte, c'est une pâte blanche. C'est pas les mêmes matériaux à l'intérieur, qui est plus costaud, mais ça reste de la faïence. C'est pas des produits qu'on peut mettre au sol. Oui, voilà. C'est ça. Donc la faïence, c'est au mur uniquement. Mur. Voilà. Grès cérame, c'est au sol, voire au mur. Voire au mur. Beaucoup de gens maintenant mettent le même carreau au sol et au mur. Oui, quand on veut une continuité, une harmonie entre les deux. Continuité, on fait ça. Ok. Eh ben écoute, justement, ça nous emmène à la question suivante. Grès cérame, pâte blanche, faïence, terre cuite, pierre naturelle. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes familles donc, de carrelage? On en a déjà un petit peu parlé, mais là, j'en évoque d'autres. Et leurs spécificités. Alors, grès cérame, sol et mur. Ça, c'est sûr. Bon, généralement, c'est beaucoup le sol. Faïence, uniquement les murs, bien sûr. La pierre naturelle, elle va partout. Elle va au sol et elle va au mur. Le seul inconvénient de la pierre naturelle, c'est le traitement automatique. Parce que une pierre naturelle, si vous la mettez brute, la moindre tache, que ce soit une tache de café, de gras, quoi que ce soit, va tacher et ça ne partira plus. C'est fini, ça va transpercer la pierre et c'est toute l'épaisseur de la pierre qui va être atteinte de la tache. Elle va absorber directement le produit. Donc pierre naturelle, c'est très beau, c'est magnifique, surtout qu'on a de belles pierres maintenant, des pierres de Bourgogne qui sont magnifiques. Actuellement, ça fait à peu près une quinzaine d'années, le travertin est devenu la pierre, tendance par excellence intérieur, parce extérieur, que depuis que la Turquie a découvert le travertin, ils ont inondé le monde entier de travertin. Même les travertins italiens n'ont pas pu résister parce que c'était trop cher par rapport aux travertins. Ah oui, donc tous les travertins qu'on peut trouver dans la tous les travertins viennent de Turquie. Plus, ils viennent de Turquie essentiellement. Parce qu'ils sont, j'imagine, moins chers que. Ils sont moins chers et puis ils ont les carrières pour ça en fait. Parce que les travertins italiens et les travertins qui viennent de Turquie ne sont pas du tout les mêmes. Le travertin de Turquie, c'est une pierre qui, quand il la découpe, les veines explosent et c'est ce qui fait les petits trous dans le travertin, plus ou moins gros.
Donc après, on classe, plus il y a de gros trous, moins le travertin est de bonne qualité, on le classe en deuxième choix, tout ça. Le travertin italien, ce sont des pierres qui sont pas tout à fait pareilles, et quand tu les découpes, les tranches sont belles, en fait. Il y a pas les veines comme dans le travertin, c'est pas tout à fait le même travertin, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça, le travertin, c'est sol et mur, sans problème. On peut mettre sol et mur. Il y a pas de souci. Et est-ce que vous distribuez du coup de la pierre naturelle ou vous êtes exclusivement sur on fait du carrelage, on fait en boutique un peu de pierre naturelle parce que vous êtes obligés, parce qu'on a des demandes quand même. Donc on fait depuis cette année, depuis que j'ai participé à la foire de Paris, je fais de la pierre de Bourgogne parce que j'ai eu pas mal de demandes. Donc j'ai trouvé un fournisseur en Bourgogne assez sympa, un peu comme nous, quoi. Petit fournisseur tranquille, bien, qui a bien répondu, qui a été rapide. Donc maintenant, on commence à vendre un petit peu de pierre de Bourgogne. Travertin, j'en fais un petit peu, mais c'est pas pour moi. C'est très compliqué entre le premier choix et le deuxième choix, parce que il y a pas comme un carrelage, on passe pas à la qualité. Je veux dire, on passe pas devant un œil électronique ou l'œil humain. Là, on met dans une caisse, on peut aussi bien mettre du premier choix que du deuxième choix. Et quand votre client arrive et qu'il soulève une plaque de 40-60 et qu'il y a un trou comme une pièce d'1 € ou de 2 € en plein milieu et qu'il vous dit « mais moi, j'avais pas commandé ça », c'est compliqué. Donc, ça crée beaucoup... très subjectif en plus. Voilà, ça crée beaucoup toujours de tension. Donc, on est obligé de lui changer la pierre. Quand vous voyez le fournisseur, il te dit « oui, mais bon, tu comprends, de temps en temps, on peut en avoir, tout ça ». Donc, c'est un peu compliqué. Le travertin, moi, j'avais arrêté, mais mon nouveau commercial m'a dit ouais, j'aimerais bien en vendre, j'ai de la demande. Donc allez, j'ai replongé, mais voilà, à petite dose. Ouais, faut voir quoi. Faut voir comment ça évolue. D'accord. Alors du coup, on va parler plus de votre cœur de métier qui est donc plutôt carrelage, faïence et notamment zélige, aspect zélige, carreaux de ciment, terrazzo, aspect béton, aspect parquet. C'est les grandes familles de carrelage les plus tendances. Quelles différences sont à prendre en considération en fonction de l'esthétique évidemment, mais oui, l'esthétique, tout ce qui est aspect zélige, on va pas se cacher, qui est la grosse tendance depuis à peu près 2-3 ans. Donc même des formats rectangulaires, tout le monde appelle ça des zéliges, alors que un zélige à la base, zélige du Maroc, il est carré. Oui. Je suis bien placé pour le savoir. Ma femme est marocaine, donc je suis bien. Il est carré, il fait 10-10. Ça change pas depuis des siècles. Il est comme ça, il est taillé à la main. Ça, c'est un zélige. Après, tout ce qui est rectangulaire, normalement, ça s'appelle beige mat. Voilà. Mais les Italiens et les Espagnols ont appelé ça zélige pour faire en fait le petit format avec plein de couleurs, un peu comme au Maroc, et voilà, on a mis ça dans la même catégorie. Ils ont pas distingué les deux. Donc ça, ce sont des produits uniquement de déco en fait. C'est beaucoup de la déco. Très peu de personnes vont vous mettre du beige mat ou du zélige en sol pour une salle à manger, un salon, voilà, très très peu. J'ai une personne il y a 15 jours, on l'a pas encore livré, là, on va le livrer à la fin du mois de septembre, qui refait un appartement à Marseille tout en beige mat naturel. Voilà. Parce qu'il adore le Maroc, il adore cet esprit. Waouh. Moi, je dis, waouh. Il faut avoir le bon carreleur, quoi. Bravo à lui. Il faut avoir le bon carreleur. Bravo à lui, parce que quand on va ouvrir la porte de son appartement, on va vraiment avoir l'impression d'être au Maroc, quoi. Parce qu'il y a que là-bas où on peut trouver du beige mat au sol dans toutes les pièces, quoi. Oui, voilà. c'est sûr. Voilà. Ça, c'est le zélige. Pour moi, c'est de la décoration. Donc, on est plus sur du mural. Du mural et de la décoration. On peut faire attention, on peut faire de très belles choses au sol. Mais voilà. Pour moi, c'est de la décoration. Ça reste. Le grès cérame, c'est le carrelage de sol à part entière. C'est-à-dire que le grès cérame, ça a été fait au départ avec des formats qui ont commencé au 60-60. Et après, le 60-60 était il y a une dizaine d'années, était le plus grand format de carreaux. Aujourd'hui, on arrive à des formats qui sont beaucoup, beaucoup plus grands. On arrive à des formats en 120-120, on arrive à des formats en 120-260 de long. On arrive à des formats en 160 jusqu'à 320 de haut. Voilà, sont des carreaux qui peuvent aller au sol et au mur. La particularité de ces carreaux-là, c'est que là, on n'est même plus dans un carreleur traditionnel.
Oui, Il faut avoir c'est une spécialité et un outillage spécial pour poser ces grands carreaux. Mais le grès céram en 60-60, qui est le format aujourd'hui, le plus petit format, qui remplace le bon vieux 30-30 que quand moi j'étais carreleur. Voilà, le 60-60, c'est le carreau, voilà, pour tout le monde, que tout le monde met dans son séjour, dans son salon, dans sa cuisine, voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça change techniquement, si on parlait un peu plus effectivement de critères techniques, entre choisir un format en 60-60 ou en 160 par 360, là dont tu nous parlais? Techniquement, le carreau reste le même. Ouais. Sauf que le carreau, le très très grand format, même le 120-120, de plus en plus d'usines le proposent, au lieu à 10 mm d'épaisseur, le proposent en 6 mm d'épaisseur. Ouais. Tout simplement parce que le poids par rapport au carreleur, et aussi il y a moins de matière. Donc comme la matière coûte de plus en plus cher, il y en a moins. Donc ils arrivent à avoir des prix compétitifs. La solidité du carrelage reste la même. Exactement pareil, la même cuisson, tout pareil, sauf que le carreau fait 6 mm d'épaisseur. De toute façon, un carreau qui fait 120 par 260, s'il faisait 1 cm d'épaisseur, on pourrait pas le porter. Oui. Alors que là, avec des outils spéciaux, on arrive à le porter et à le déplacer. Et on fait de très très belles réalisations. Par contre, voilà, un 120-260 ou même un 120-120, faut quand même avoir une pièce qui va le supporter. Oui. Voilà. Ce sont souvent des imitations béton. Mm-hmm. Parce que le béton, il y a eu une période où le béton est arrivé en force. Béton ciré au sol. Le béton ciré, tout le monde voulait du béton ciré. Donc les usines de carrelage se sont grattées la tête et ont dit il faut qu'on arrive à trouver des carreaux qui fassent de l'imitation béton ciré. Mais pour pas avoir de joints, il faut que le moins de joints possible, il faut agrandir les carreaux. Donc c'est pour ça qu'est arrivé le 120-120. Donc quand on a un 120-120 dans une pièce, on a très peu de joints, vu qu'en plus les joints sont rectifiés, les carreaux sont rectifiés, pardon. Donc on peut se permettre de faire 1 mm voire 2 mm de joints. Et donc là, quand le joint, vous arrivez à trouver une couleur qui correspond bien au carreau, là vous avez un espace béton ciré en fait. Oui. Mais sans les inconvénients, un beau trompe-l'œil, sans les inconvénients du béton ciré qui est quand même et sans le prix du béton ciré, parce que une belle pose de béton ciré avec un bon produit, ça revient très cher. C'est très cher, c'est sûr. Et c'est effectivement plus difficile d'entretien qu'un carrelage. C'est plus difficile d'entretien qu'un carrelage. Voilà. Ça, c'est certain. Et donc, un savoir-faire spécifique. Il faut faire attention, si on va sur du très gros format, à qui on confie son chantier. C'est exactement ça. Un 60-60 aujourd'hui avec les outils vendus sur le marché, je vais dire que pratiquement n'importe qui peut le poser, sans problème. Vous avez ces fameux croisillons 3D qui vous permettent d'avoir une planéité impeccable. Les cols, c'est plus les cols d'avant, sont très simples d'utilisation, sont très bonnes. Les joints, pareil. Si vous êtes un petit peu, entre guillemets, bricoleur, vous pouvez poser du 60-60. La machine pour les couper, la carrelette n'est pas très grosse, donc tout va bien. Quand on commence à arriver à des formats en 90-90, là, on commence à... C'est un peu plus délicat. On a beaucoup de clients qui se le font parce que ça coûte de faire une pose par un carreleur. Il y a beaucoup de clients qui se le font. Quand on arrive au 120-120, là, ça devient compliqué parce qu'on n'est pas outillé. Il faut des ventouses pour pouvoir les porter. Il faut être deux. Vous pouvez pas le faire tout seul. Donc là, voilà, on commence à rentrer dans des poses qui deviennent beaucoup plus compliquées. Mais un bon carreleur peut vous le poser sans problème. Quand on passe au format au-dessus, le 120-260, pas beaucoup de carreleurs le font parce que ça demande un outillage spécial. Ça demande des tables pour poser les carreaux, des grandes coupes carreaux. Ça demande, voilà, c'est un autre, de la main-d'œuvre supplémentaire, un autre métier presque. Vous voyez, un carreleur, souvent il peut travailler tout seul. Alors un que carreleur, là, normalement, moi j'ai travaillé pendant des années tout seul. Alors c'est bien quand on est deux parce que porter des carreaux toute la journée c'est pas évident. Mais par contre, un 120-120 ou un 120-260 c'est impossible. tout seul, ça demande une énergie pas possible et c'est même dangereux de le faire parce que au bout de 2 carreaux, vous êtes fatigué, et puis quand on est fatigué, on ne peut pas faire du travail correct. Donc, il vaut mieux être 2. Et c'est surtout au niveau des outils.
et puis on en fait moins parce que il faut être beaucoup plus minutieux. Voilà. Donc c'est particulier. Voilà, c'est une pose particulière. Ok. Et alors, si, à contrario, si on parle des tout petits formats, tu nous disais un 60-60, on peut le faire tout seul et tout, mais alors les tout petits formats, en soi, on se dit on peut le faire tout seul, mais... Alors, moi, les petits formats, depuis qu'on a le site de vente en ligne, on a énormément de personnes et beaucoup de femmes qui achètent pour refaire une petite crédence de cuisine, pour refaire un petit toilette, un petit WC, pour faire une petite salle de bain au-dessus de la baignoire, voilà. Et qui m'impressionne parce qu'elles se le posent seules. Elles arrivent à se le poser seules. Alors elles se mettent sur YouTube, elles regardent Instagram, et puis elles se disent allez, moi je vais le faire. C'est même un petit challenge et elles sont contentes. Et en plus même elles nous téléphonent et disent ouais, regardez, je l'ai posé seule et tout. Et franchement, le petit format c'est la minutie avant tout. Voilà. Oui. Si vous êtes minutieux, donc généralement les femmes sont beaucoup plus minutieuses que les hommes. Donc à partir de là, il faut être patient et vous arrivez à le poser tranquillement sans problème. Et est-ce que, parce que dans les petits formats, on a quand même de plus en plus de carreaux qui sont pas rectifiés, enfin ou en tout cas qui ont des aspects un peu irréguliers. Est-ce qu'on les pose avec des croisillons ou on les pose sans? Enfin, tu vois le côté, je sais pour avoir fait les deux que il y a deux écoles. Il y a deux écoles parce que en fait, quand on pense à imitation zélige ou à zélige à la base, on pense sans joint. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, on les pose sans joint. C'est ça. Mais au Maroc, ils les posent pas comme chez nous. C'est-à-dire que nous, quand on va le poser, c'est généralement, on va le poser sur du placo. Il y a beaucoup moins de maisons qui sont faites en briques et en plâtre actuellement. Les 3/4 du temps, c'est du placo. Donc, on va utiliser une colle et on va poser nos carreaux. Au Maroc, ils les posent au mortier. C'est-à-dire qu'ils les posent sur des murs en briques et au mortier. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une étanchéité comme la nôtre sur un placo où l'eau pourrait passer à travers. Donc, ils les posent sans joint. Et puis, eux n'aiment pas les carreaux, c'est-à-dire même le beige mat au sol sur une terrasse. En fait, ils le posent sans joint et la poussière que ramène le vent, tout ça, va combler le joint et ça reste comme ça. Pour eux, c'est comme ça en fait. Ils ne font pas de joint. Pour les imitations que l'on a chez nous, mis à part quelques usines où les carreaux sont entre guillemets presque rectifiés, comme par exemple chez Marazzi, le Loumé, c'est un carreau que nous, quand les clients viennent au magasin ou même sur Internet, nous disent mais moi j'ai pas envie de faire de joint, tout ça. Mais là, qu'est-ce que vous avez à carreler? Ben j'ai un dessus de lavabo à carreler. Ok, vous pouvez faire pas de joint. J'ai un WC à carreler. Ok, vous avez pas besoin de faire de joint. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projection d'eau. Et je veux dire, on nettoie plus les WC au jet d'eau, voilà. Et donc il n'y a pas de projection d'eau. Maintenant, je veux faire ça dans une douche, non, pas possible. Oui. Pourquoi pas possible? Parce que chez nous, l'eau va passer à travers, va aller altérer la colle et va aller abîmer le placo derrière et on va à la catastrophe. Donc on fait des joints. L'avantage maintenant, c'est qu'on a des croisillons qui font 1 mm. Donc 1 mm de joint, c'est pas grand-chose. Et après, on essaye de trouver le joint. On a une grosse palette de couleurs et on essaye de trouver le joint qui correspond le mieux. Et on a l'impression au final que y a pas de joint. Mais voilà, les gens se sont habitués. Zélige, pas de joint. Oui. Donc il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent pas de joint, il y a ceux qui veulent des joints. Mais en théorie, donc si je comprends bien, à partir du moment où il n'y a pas de projection d'eau, donc quand on n'est pas dans une douche, on pourrait poser une faïence aspect zélige, sans joint, bord à bord. Bord à bord, si le carreau peut se mettre bord à bord, parce qu'il y a des carreaux qui sont même festonnés ou des carreaux quand on les prend un carreau dans chaque main et quand on les met côte à côte, on voit qu'il y a un jour. Donc c'est peut-être pas très joli en fait. Voilà, c'est juste une histoire de goût en fait. Donc moi ce que je dis toujours aux clients, prenez le carreau, vous le mettez sur une table, vous les mettez bord à bord, regardez ce que ça fait. Si ça vous plaît comme ça, faites-le comme ça. De toute façon, vous êtes chez vous, donc c'est pas nous qu'on va venir vous dire il faut pas faire comme ça. Et après, vous mettez un petit peu de joint. Et généralement, si les carreaux ne se touchent pas parfaitement, les gens font des joints. Voilà.
Oui. Parce que c'est pas très très joli, parce que ça, au final, ça vous fait quand même un jouet noir au mur. Quand vous les avez tous posés, vous voyez. Alors que Oui, quand ça il y a, fait une ombre, voilà, rien que ça fait une ça. ombre. Alors que quand les carreaux sont vraiment rectifiés, ça fait rien du tout, quoi. Vous le voyez pas. Mais les trois quarts font des jouets quand même. Il y a très peu de gens qui font pas de jouets. Et donc, du coup, par rapport à ma question initiale, c'était plus, est-ce qu'on pose avec croisillon ou sans croisillon? Parce que alors moi, j'avais un carreleur qui, ce type de carreaux ne les posait pas avec des croisillons. Il les posait à l'œil parce qu'il estimait qu'avec croisillon, ça pouvait vite, finalement, alors ça, c'est quand les carreaux, dériver. ça, c'est quand les carreaux ne sont pas bien calibrés, en fait. Quand un carreau n'est pas bien calibré, c'est dur de le poser au croisillon. Parce que vous avez un carreau qui va dire, on va dire, un carreau de 10-10, il y en a un qui va faire 9,9 et l'autre, il va faire 10,1. Parce que les carreaux ne sont pas rectifiés. Et c'est la norme, en fait. Les usines ont le droit. Peuvent avoir 2 mm de différence entre chaque carreau. Donc, parce que la cuisson du carreau, même si c'est en continu, il y a une pâte qui va accepter le taux d'humidité dans l'air. Voilà, et une qui va accepter moins, donc il va y avoir 1 millimètre, 2 millimètres d'écart. C'est pour ça que sur les boîtes, il y a toujours le calibre, parce que quand vous voulez racheter du carrelage, faut bien savoir dire, voilà, moi j'ai calibre 2, donc on doit vous trouver le paquet avec calibre 2. Parce que là, dans le calibre 2, ça veut dire que les carreaux, ils seront pas tous pareils, mais il y aura juste un petit peu d'écart. Alors que par exemple le calibre 3, le carreau va commencer à 10,1 et il va monter jusqu'à 10,3. Vous voyez ? Donc voilà, il faut bien faire attention au calibre. Donc c'est pour ça qu'il y a des carreleurs qui les posent à l'œil nu. Mais il y en a quand même de moins en moins. Nous, à mon époque, on posait à l'œil nu, mais c'est fini tout ça. Parce qu'il y avait un moins bon calibrage, tu penses? Ben, il y avait un moins bon calibrage, oui, c'était pas du tout les mêmes carreaux, non. On est dans la préhistoire du carreau. J'ai une petite anecdote, quand un magasin de carreaux à l'époque, dans les années 60, 70, achetait du carrelage en Italie, en fait, il achetait du carrelage, il achetait pas une couleur, il achetait pas un format, il achetait du carrelage. Et le camion arrivait, il ouvrait le camion et il découvrait ce qu'il avait, parce qu'il y en avait tellement peu et il y avait tellement une grosse demande qu'en fait, il n'y avait pas le choix comme aujourd'hui on a. Puis c'était pas la même fabrication. Aujourd'hui, on peut imprimer ce qu'on veut sur un carreau. Oui, il y a aussi beaucoup de carreaux imprimés. C'est les trois quarts des carreaux. Comme les imitations carreaux de ciment ou terrazzo. Toutes les imitations carreaux de ciment, terrazzo, c'est imprimé. C'est imprimé laser maintenant. Donc du jour au lendemain, une belle série qui fonctionne, elle fonctionne un peu moins, hop, elle est supprimée du catalogue de suite. Oui. Il passe à autre chose. On change le motif et c'est reparti. La société de consommation, mais même dans le carrelage. Bah oui, c'est sûr. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et pour en revenir justement à nos différences de carreaux, c'est quoi les différences techniques importantes à connaître entre un carrelage intérieur et un carrelage extérieur? Alors, la technique de pose, on va dire, reste la même, parce que moi, je suis contre la pose au mortier à l'extérieur, parce que ça ne tient pas dans le temps. À force, les infiltrations, ça va faire décoller le carreau. Ce sont les poses qu'on faisait nous à mon époque. Donc ça, il faut toutes les supprimer. Il faut poser même à l'extérieur que à la colle, avec les colles à base de résine qui vont tenir ce qu'on appelle la colle à carrelage. La colle à carrelage, mais il faut toujours regarder dans une colle à carrelage, prendre surtout pour du grès cérame. C'est sûr, la faïence c'est pas très grave, mais le grès cérame. En fait, le grès cérame, si vous prenez un carreau, vous le tournez, vous mettez un verre d'eau dessus. Vous revenez 2 heures après, il y aura toujours le verre d'eau. Elle n'absorbe rien. Il n'absorbe pas l'humidité du carreau. Donc, ce qui veut dire que, en fait, si vous prenez une colle basique, qu'il n'y a pas de résine à l'intérieur, elle va pas coller. Elle va coller par phénomène de ventouse au début, mais avec le temps, elle va se décoller. Alors que les colles de maintenant, où il y a toujours marqué sur les paquets flex, donc, et là, vous avez, quand c'est marqué flex, c'est de la résine, et là, vous êtes sûr que votre carreau va pas se décoller. Voilà. Et il n'y a pas de différence de pose entre l'intérieur et l'extérieur. Toujours posé sur une chape propre, toujours pareil. Nettoyer la chape, tout pareil. La seule spécificité des deux, c'est qu'il y a un carreau qui est fait pour l'intérieur et un carreau qui est fait pour l'extérieur. Ça, c'est... Et il n'y a pas une différence d'épaisseur de carreau? Non.
Non, c'est les mêmes. C'est vous prenez la même série, dans le catalogue, vous avez le carreau intérieur et vous avez le carreau, pardon, extérieur qui, lui, a une spécificité qui est marqué R10, R11, R11A plus B, ça, ce sont pour les contours de piscine. Et voilà. Du moment où il y a marqué R10, votre carreau est considéré qu'il peut aller à l'extérieur. Vous n'allez pas glisser dès qu'il va pleuvoir, voilà. Et plus vous avancez dans le chiffre, c'est-à-dire R11, et plus il est antidérapant, en fait, voilà. Ah, donc, il y a quand même une forme de différence de Alors, il y a des revêtement. Il y a des carreaux qui ont une différence de structure dessus. Mmh. C'est-à-dire, vous avez le carreau intérieur qui est lisse, et vous allez avoir le carreau extérieur, qui, lui, va être légèrement granulé. À l'époque, ils projetaient des billes de corindon dessus, pour le rendre antidérapant. Maintenant, ils ont des nouvelles technologies que même actuellement, on peut avoir des carreaux intérieurs, mais qui peuvent aller à l'extérieur. Qui, dès qu'il va y avoir de l'eau dessus et que vous allez rentrer en contact, vont automatiquement freiner votre pied, en fait. Voilà. Ce sont des carreaux qui, quand vous les achetez, sont marqués R10, mais intérieur et extérieur. Donc, vous pouvez les mettre en extérieur. Vous pouvez pas les mettre autour de piscine, malgré que des gens les mettent quand même autour de piscine, parce que autour de piscine, il faudrait quand même avoir un R11 pour plus de sûreté pour les enfants ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez trouver des carreaux qui font intérieur-extérieur, et on en trouve de plus en plus. Oui, pour créer la continuité entre pour créer l'intérieur et l'extérieur. la continuité. Mais même avec des carreaux qui ont un aspect différent dessus, vous arrivez à créer la continuité. Surtout que maintenant, quand vous avez par exemple un 120-120 à l'intérieur, avec des grandes baies vitrées, vous retrouvez le 120-120 pour la pose extérieure. Ce qui permet, quand vous ouvrez, d'avoir vraiment la continuité. Oui, ça se fait beaucoup, effectivement. Alors, si on parle maintenant choix et accompagnement client, t'en parlais justement, c'est l'ADN de ton entreprise. Comment est-ce que vous accompagnez les clients dans le choix de leur carrelage à distance? Comment on fait? Est-ce que tu as développé certains outils, effectivement, pour accompagner au mieux quand on se pose des questions? Alors, le premier outil, c'est que quand vous êtes sur notre site internet, vous avez la possibilité d'acheter des échantillons. Vous achetez des échantillons, c'est 15 € les 3 échantillons, et ces échantillons-là sont remboursés dès que vous passez la commande, automatiquement. Ça se fait automatique, vous passez la commande et hop, l'ordinateur sait que vous avez acheté et hop, déduit vos 15 €. Ça, c'est la première façon d'aider le choix. D'aider le choix, parce que le client va pouvoir, parce que c'est quand même pas évident d'acheter un produit comme ça sans le toucher, sans le voir un peu de près. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, c'est là où on rentre nous en jeu en tant que commercial, moi ou mes commerciaux, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tout le temps en contact avec le client. Moi, j'ai une anecdote fantastique, c'est que j'ai un client qui m'appelle, qui me dit, moi, j'ai pas le temps de recevoir le carreau, l'échantillon, on est pressé. Montrez-moi des carreaux. J'ai dit, ok, mais est-ce qu'on peut faire une visio? J'ai dit, pas de problème. Donc, je me suis retrouvé à parler à mon téléphone dans mon magasin devant des clients qui devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc, je lui ai montré 2-3 carreaux. Il m'a dit, ah oui, moi, ça me plaît, tout ça. Il m'a dit, bon, je vais essayer de joindre ma femme et je lui montre. Mais j'ai dit, il va lui montrer comment? Parce que Et en fait, il m'a appelé. Il m'a dit, ça vous dérange pas si on fait une visioconférence, en fait? Donc, c'était des Parisiens. Donc, lui travaillait dans le sud de Paris, sa femme dans le nord de Paris. Et on s'est retrouvés tous les trois en train de regarder des carreaux dans mon magasin. Et la décision, elle a été prise en 3 minutes. Il lui a montré un carreau qui lui plaisait à lui. Elle a dit, oui, il me plaît, mais pas cette couleur, je veux cette couleur. Comme c'est les femmes qui ont toujours raison, dans ce cas-là. Et ils ont choisi le carreau, et le lendemain, c'était des produits qu'on avait en stock. Le lendemain, c'est parti. Ils ont, voilà. Ça aussi une forme d'accompagnement, en fait, voilà. Et après, la nouveauté, là où on se retrouve dans ce camion, c'est de pouvoir se déplacer
Alors, bien sûr, c'est pas un client qui va nous appeler. Bonjour, j'habite à Lille. Bon, mais demain matin, on est à Lille. Déplacer Ce un serait camion comme compliqué. ça, c'est compliqué. Mais par contre, le but de ce nouveau projet, de ce nouveau camion, c'est Camion showroom, donc. camion showroom en fait, c'est d'aller se déplacer, comme on a fait ce matin, voir des décoratrices intérieures, aller voir des clients, c'est-à-dire essayer de créer une petite communauté ce jour-là pour se déplacer. Et ce jour-là, ils pourront voir les carreaux en direct. Alors bien sûr, on n'a pas dans un camion tout le magasin, mais on a les principaux, ce qui est les produits tendance actuellement en fait. On essaye d'avoir toujours les produits tendance actuels dans ce showroom. Mais c'est tout nouveau, donc c'est en train de se mettre en place. Mais je pense que déjà le fait que on envoie des échantillons, je trouve que c'est bien. Et puis si la personne me téléphone ou envoie un mail, dit vous pouvez pas m'en mettre 4 au lieu de 3. Nous, on regarde pas parce que ça change rien pour nous de mettre un carreau de plus. On a dit 3, pourquoi? Parce que c'était une question de poids et puis c'est une question pour nous de 3. Oui, quand ça on a dépend du 3 format choix, aussi, quoi, c'est quand on ça. a 3 choix dans la main, déjà, après, quand on en a trop, ça devient compliqué. Faut savoir aussi, c'est qu'on a un compte pro et là, les pros peuvent commander des échantillons gratuitement pour leurs clients. D'accord. Oui. Et quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois dans le choix de carrelage? Ah, l'erreur la plus fréquente, c'est quand ils veulent faire leur crédence de cuisine et qu'ils veulent acheter le carreau alors qu'ils n'ont pas encore ni posé le sol, ni posé la cuisine et qu'ils veulent à tout prix ce carreau-là parce qu'ils ont vu ça et ils ont dit ah ouais, ce carreau il me plaît et je vais mettre ça chez moi. Et moi, je fais toujours l'inverse, c'est-à-dire que quand les clients viennent pour la cuisine, je leur dis est-ce que vous avez déjà posé votre cuisine? Ah non, mais elle est en commande. Ah. Est-ce que votre sol... Oui, le sol est posé, mais la cuisine est en commande. Je lui dis, posez votre cuisine, faites poser votre cuisine, et une fois que votre cuisine est posée, vous revenez avec un petit morceau de la cuisine, c'est-à-dire ils ont toujours une porte, quoi que ce soit, ou surtout une photo, parce que nous, ça nous aide beaucoup, et là, on va choisir ensemble. Et ça, c'est l'erreur la plus courante que j'ai. Ou la deuxième erreur, c'est d'être trop de suivre trop la mode et de dire ah oui, la mode actuellement, parce qu'à un moment donné, c'était l'imitation bois. Tout le monde mettait des imitations bois. Mais il faut une pièce. C'est approprié, par exemple, dans une chambre. Je trouve ça sympa. Mais j'ai fait des séjours entiers, séjours salon de 100 mètres carrés avec une imitation bois. Et au final, la personne vous dit à la fin, waouh, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Et ça, c'est une erreur parce que la tendance, c'est bien, mais la tendance est faite pour une pièce ou est faite pour oui, vous êtes à la montagne, vous voulez pas avoir de vrai bois parce que vous rentrez, vous sortez les chaussures, tout ça, vous voulez faire attention à votre parquet, vous mettez une imitation parquet. On est dans le concept, une maison en montagne ou quoi. J'ai vu des maisons au bord de la mer, Rien ou à voir. chez nous dans le Luberon, en imitation bois, waouh, c'est lourd. Ah bah puis Parce la que c'est tendance très lourd. est faite pour Et passer. la tendance est faite pour passer. Donc Ouais. c'est le séjour salon, c'est une pièce où on y est beaucoup. Même la cuisine, mais c'est une pièce où on est beaucoup. On regarde la télé, on y mange en famille, tout ça. Moi, je considère que c'est une pièce qui doit rester un peu neutre en fait dans le choix, parce que voilà. Et puis pour décorer, pour la décoration qui va aller avec. Quand vous avez un carreau imitation béton, vous avez une belle imitation de pierre, travertin ou pierre de Bourgogne en imitation, je parle en carrelage, hein. C'est beaucoup plus simple après pour décorer, tout ça. Quand vous avez une imitation de bois, c'est de suite restreint en fait. Ou un marbre, c'est encore plus restreint. Voilà, donc là, il faut faire attention. Mais bon, on essaye de leur donner des conseils, mais bon, vous avez toujours des gens qui
qui qui ont une idée en tête et après voilà. Oui, chacun fait comme il veut, c'est chacun sûr. fait comme il veut. Mais c'est Mais moi, sûr par que contre, c'est je leur donne. risqué sur un choix tel que celui-là qui est quand même ancré C'est ça. dans le dur. Enfin, Non, mais c'est surtout que je dis toujours, attention, vous n'êtes pas en train de repeindre la maison. C'est ça. Vous peignez un mur en gris. En fait, vous vous rendez compte qu'il était mieux en couleur ivoire. C'est pas très très grave. Vous allez acheter un pot de peinture, 2 couches de peinture. Allez. Ça vous a coûté 50 € et terminé. Ouais. Le carrelage, c'est plus pareil. Ouais. Malgré qu'on puisse poser par-dessus, mais c'est plus le même coût, en fait. Donc, il faut faire très attention à ça. Et il faut que les gens apprennent à écouter les conseils, surtout des conseils de personnes. Nous, on vend que du carrelage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en vendant que du carrelage, on connaît. Voilà. Donc, oui, t'en as vu passer des. Moi, j'en ai vu passer des histoires Tu comprends bien que je vais avoir 60 ans. J'ai commencé, j'avais 18 ans, donc ça fait 42 ans que j'envoie des carreaux. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Et les gens, des fois, ils ont du mal à écouter les conseils. Ils ont du mal. Mais par contre, après, ils viennent, ils vous disent, ah oui, vous aviez raison. Mais des fois, c'est trop tard. C'est ça. Bah, ils achèteront une deuxième fois. Voilà, oui, pour nous, c'est bien. Mais... Et alors, si on rentre dans le vif du sujet, on avait déjà un petit peu commencé, mais sur justement les conseils en termes de choix, de pause. Déjà, comment est-ce qu'on calcule ces quantités? Est-ce qu'il y a une règle pour calculer les quantités à acheter? C'est simplement des mathématiques. Alors, je sais que pour beaucoup, ils se font une montagne pour la quantité, mais la quantité, c'est simple, que vous ayez un carré, un rectangle, quoi, c'est des mathématiques, hein. On fait les mètres carrés, c'est-à-dire longueur, largeur, mètres carrés. Et après, nous, ce qu'on conseille aux gens, que ça soit des petits carreaux ou des grands carreaux, c'est de prendre 10% de perte. Quand on dit 10% de perte, c'est pas des pertes, c'est pas parce que les carreaux vont se casser ou c'est pour faire les coupes, en fait. Ouais. C'est une histoire de faire les coupes. C'est la coupe qui crée la perte. Voilà. Ouais. C'est la coupe qui crée la perte. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que actuellement, ça va tellement vite dans le monde du carrelage. Les tendances vont tellement vite que il faut, parce que un carreau, aujourd'hui, dans 15 jours, il y a le salon du carrelage. Il va y avoir les nouveautés. Ils vont nous montrer des nouveautés qu'ils ont créées pour le salon. Ils vont les sortir en production. Si au bout de 8 mois, 10 mois, ils voient que ça ne fonctionne pas, ils le sortent du catalogue. Et si vous avez acheté le carreau à ce moment-là et que vous avez fait les mauvais calculs et que vous n'avez pas pensé à acheter une boîte de plus pour on sait jamais, on tombe même si c'est cuit à 1800 degrés, mais vous tombez une marmite en fonte dessus, ça va casser. Vous déplacez une cloison, vous déplacez une prise, il faut rechanger le carreau. En ayant une boîte qui fait partie des 10% généralement, en ayant une boîte de plus que vous mettez dans votre vide sanitaire, que vous touchez pas, elle est là, et puis vous savez que si un jour il y a un problème, vous pouvez retrouver le carreau. Et ça, beaucoup de gens n'y pensent pas. Et on a des gens qui arrivent au magasin avec un petit plastique et disent, vous avez pas ce carreau? Et non, mais ce carreau, monsieur, ça fait 15 ans qu'il existe plus. Donc nous, on peut pas garder des carreaux de partout. Donc ça, c'est très important. Et moi, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, parce que des gens me disent, non, mais normalement, c'est 5%, 7%. Oui, c'est vrai, normalement, avec 7%, vous devez y arriver. Oui. Bon, c'est quand même bien 10%. Prenez 10%, vous avez une boîte de plus. Ouais. Des gens nous appellent, me disent, monsieur, il me reste une boîte, est-ce que vous me la reprenez? J'ai dit, moi, je veux bien vous la reprendre, mais petit conseil, gardez-la. Gardez-la. Vous verrez, vous en aurez besoin. On ne sait jamais. Et voilà. Et ça, il faut qu'ils se le mettent en tête, d'avoir toujours au moins une boîte, que ça soit un petit format, un 10-10 ou un format en 120-120, avoir un carreau en 120-120. Oui. Quelque part dans son garage. C'est toujours utile. Mais c'est toujours utile. On ne sait jamais. Alors, question bête, mais ces 10%, est-ce que c'est à nous, clients, de les prévoir dans la commande en tant que quantité, ou est-ce que, est-ce que c'est à moi de faire le calcul, ou est-ce que c'est votre site qui va nous proposer éventuellement d'appliquer directement? Le site va pas calculer. On peut, dans le nouveau site qu'on va lancer là d'ici 2 mois, parce faut toujours
avancer dans la technologie, je pense qu'il y aura le choix d'avoir les 10% automatiques. Maintenant, une petite case est-ce que le client va cliquer ou pas? Mais tous les clients qu'on a au téléphone, ou tous les clients qui nous demandent, qui viennent au magasin, ou qu'on a au téléphone pour les mètres carrés, tenez, j'ai 3 mètres de cuisine, j'ai 60 centimètres de haut sur 3 mètres de long, donc ce qui fait 1,80 m. Ben, voilà, prenez 2 mètres, prenez 2,50 m. Voilà, on les propose tout le temps. C'est pas pour vendre une boîte de plus, parce que c'est pas une boîte de plus qui va nous faire changer, mais c'est au moins on sait que le client, lui, parce que souvent ce sont les clients qui se posent de plus en plus des carreaux, et quand on n'est pas habitué à couper des carreaux, on fait de la perte. Donc, il vaut mieux avoir un petit peu de stock. Ça, c'est certain. Ok, bah écoute, on va justement enchaîner avec les étapes clés de la pose. Comment est-ce qu'on fait pour réussir la pose de son carrelage? Et justement, pour quelqu'un qui n'a jamais posé de carrelage, on commence par où? Tu viens d'écouter la première partie de l'interview de Les Carreaux de Jean. Pour écouter la suite, je t'invite à te rendre dans l'épisode suivant. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.